présentation de toutsurlehockey.com. « 10 janvier 2022, un premier réel épisode du TSLH podcast. Pourquoi je dis réel épisode? C'est qu'on a enregistré récemment une petite discussion entre boys du TSLH Espoir concernant le championnat mondial junior. Mais malheureusement, on a eu la bonne idée, j'ai eu la bonne idée de changer de plateforme d'enregistrement et c'était un fiasco. L'audio a été assez pourri, donc l'épisode est quand même disponible sur YouTube. C'est écoutable, là, on s'entend, mais à l'audio, on ne l'a pas sorti. Donc, je vous invite à aller sur YouTube pour écouter cet épisode-là. Donc, pour aujourd'hui, on est Max, Larchie, Pascal, qui est sur le panel. On vous rappelle qu'on est en format vidéo pour 2022. Donc, la vidéo est disponible également sur notre chaîne YouTube. Les audios vont être disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Puis, ceux qui écoutent en vidéo, on vous rassure, on va patenter un nouveau vidéo d'intro éventuellement. Là, on le sait que Perfetti ne joue plus dans le junior. Fait que, ah ben, je suis content, moi. La tâche. Ouais, ben, ça nous rappelle des souvenirs. C'était la vidéo de notre tout premier podcast live, si on peut se rappeler. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Barbe Noire, barbenoire.com pour toutes vos commandes de viande fumée, ailes de poulet, jambon, bacon. Je vous invite à aller liker également leur page Facebook. Aujourd'hui, au menu, non, au menu, ce ne sera pas des ailes de poulet. On va parler de hockey. On va parler hockey. Aujourd'hui, on a préparé chacun une chronique. Fait qu'on va tout de suite embarquer dans le bloc chronique. Beaucoup de diversité. Max va nous parler de la LSJMQ. Ça a été la période des transactions récemment. Puis, il y a eu plusieurs changements d'effectifs malgré le fait que la LSJMQ est en pause. Donc, on va parler de ça. De mon côté, je vais vous présenter un petit recap de 2021. Fait que j'ai préparé là, quelques petits pointeurs là, des événements marquants qui se sont passés dans l'année 2021. Mais on va commencer tout d'abord avec Pascal qui va nous parler aujourd'hui de scouting, ses plus récents joueurs qu'il a observés pour le repêchage 2022. Pascal, la parole est à toi, mon cher. La parole est à moi. Enfin, je vais faire un peu ce que je faisais avec les scouts, je vais parler de défenseurs pas de l'Ouest canadien, là, mais la OHL puis de la WHL qui sont fringe, première ronde, deuxième ronde, dans le fond. Il y en a plusieurs qui vont les avoir probablement en première ronde. Moi, je me garde une gêne pour l'instant pour certains d'entre eux. Mais je voulais vous en parler de ceux-là, parce que c'est ceux-là que j'ai regardé en décembre. Je l'ai vraiment moins scouté en décembre parce que j'étais malade, puis ça a fait en sorte que j'ai mis ça de côté. Mais là, je reprends de plus belle dans les derniers jours. Donc, je vais parler de 1, 2, 3, 4. 4 défenseurs, donc ça ne sera pas super long. Je vais commencer par Howard Pickering. Dans le fond, ce défenseur-là, c'est comme un peu de ce que je vous parle, c'est lui qui varie le plus. Comme Hockey Prospect là, dans son top 10, si je me souviens bien. Il y a d'autres personnes qui l'ont dans leur top 30, d'autres dans leur top 60, d'autres qui ne sont pas là pantoute. Moi, je l'ai fringe première ronde. Il va probablement monter dans ma première ronde d'ici la fin février, lorsque je vais refaire des visionnements. Les visionnements que j'ai faits se terminent début décembre, mais on verra après ça. Owen Pickering, ce n'est pas pour rien que le monde qui le voit assez haut, c'est parce que c'est un joueur très safe, avec une bonne mobilité, un bon gabarit. Il est soft un peu physiquement, mais il est quand même dur à tasser. Mais quand même, vous avez un joueur
sais, un joueur du type Gallagher, 5'9", 5'10", qui reste vraiment bas et qui est fait comme un taureau, qui est vraiment fort. Mais il a tendance à peut-être se faire débalancer par moment. Donc, il joue peut-être un peu trop haut sur patin, mais c'est un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il faut juste qu'il apprenne à jouer un peu plus bas. Mais si on prend en compte sa mobilité et tout, il y a plusieurs aspects de son jeu qui sont vraiment, vraiment intéressants. Au niveau de l'offensive, c'est pas encore ça. C'est pas encore un gars qui va être encore en offensive élite, mais très bon distributeur de rondelles. Un tir assez intéressant, mais pas dans le top du draft au niveau des défenseurs. Mais ce qu'il faut regarder avec lui, c'est un peu comme Simon Edvinsson l'année passée. Là, c'est pas le même genre de joueur, c'est pas le même genre de défenseur, mais c'est plus le potentiel. Ce gars-là, il faut regarder son potentiel avant tout et ce qu'il pourrait donner dans l'avenir. Donc, il y a des équipes qui ont des bons systèmes de développement qui ne vont pas hésiter à prendre Owen Pickering dans leur pool, dans leur draft assez rapidement. Comparativement à d'autres équipes comme, mettons, le CH ou bien d'autres équipes qui ont de la misère à développer, qui vont plus se garder une gêne sur lui, selon moi, dans le top 20. Là. Fait que, il pourrait sortir dans le top 20, mais il faut absolument que ce soit une équipe qui n'a aucune difficulté à développer ce genre de défenseur-là. Il peut prendre 3, 4, 5 ans avant de devenir un top 4 dans ta brigade défensive. Là. Ce sera pas long. Je l'ai regardé Pickering. Je l'ai regardé Pickering. Oui. Ça a été le seul match que j'ai regardé depuis le temps des fêtes parce que j'ai pris une petite pause là, avec le World Junior et tout ça. Puis c'était contre le Ice de Winnipeg. Donc contre Connor Geeky et Matthew Savoie. J'ai vraiment apprécié son package. J'ai juste un match de regarder, mais il est sur ma to-do list pour le mois de janvier. Donc, effectivement, défenseur très mobile. Puis, en tout cas, j'ai hâte. C'est le genre de gars que, des fois, on shoot des noms. Hey, t'as-tu regardé lui? T'as-tu regardé lui? Puis, des fois, on shoot des noms, puis pas nécessairement des gars de première ronde. Mais, lui, je pense que je vais creuser encore dans mes visionnements parce qu'il pourrait, je pense, se frayer un chemin vers ma première ronde. Ouais, c'est le genre de défenseur que tu ne sais pas au départ. Tu vois un match comme ça, il y a vraiment des bons flashs. Pas des flashs élites de genre de joueurs qui vont faire comme Maurice Sider cette semaine, faire une montée à l'emporte-pièce avec la rondelle entre ses pattes, après ça, une bonne spoon, puis tout. C'est pas son type à lui. C'est vraiment plus un gars intelligent qui utilise sa vision, son intelligence pour vraiment deviner ce que les autres vont faire, bien se placer, bon bâton. Donc, tu sais, comme je dis, il est vraiment safe dans les 3 zones. La défensive, je l'ai vraiment aimé, mais il faut qu'il apprenne à jouer un peu plus bas. C'est vraiment juste ça. Toi, l'Archie, l'as-tu regardé? Non, mais j'aurais aimé dire que oui, mais pas encore. C'est une blague. Je ne sais pas si ça serait ton... Je sais pas si ça serait son joueur de prédilection. Non, il est trop grand, trop grand. Ouais, trop soft aussi par moment. Fait que non, je pense pas qu'il tombe dans... Mais Lane Hudson, par exemple, je te le dis. Même si c'est un Américain, tu vas l'aimer. Hudson, je l'ai vu très rapidement. Là. J'ai un match, j'ai regardé, puis... Et je te dirais qu'il m'est tombé dans l'œil, ça n'a pas été bien long. Yes. Ben, avec raison. Ça, il est complètement différent. Lui, tu as regardé un match, tu fais que Colin, il ressort bien, tu sais. Ouais. Il faut que tu creuses pour y trouver des défauts, pour savoir c'est quoi son problème. Tu sais, lui, Pickering, c'est plus... Tu le regardes, c'est comme... Ouais, OK, il ressort pas vraiment beaucoup, mais quand tu forces plus, vous voyez toutes ses qualités. Il y a ce genre d'espoir-là que c'est comme, OK, c'est vraiment différent de ce côté d'un espoir à l'autre. Bref. Après ça, je l'ai parlé de Pavel Mintyukov, qui joue aussi dans l'Ouest canadien. C'est un Russe, pas typiquement russe, mais la première affaire qui te saute d'en face, c'est vraiment sa mobilité. En fait, pour tous les défenseurs que je vais vous parler à partir de maintenant, c'est vraiment la mobilité qui ressort plus par rapport au reste. C'est juste qu'ils ont des petites qualités ou défauts différents qui font en sorte qu'il y en a qui vont plus les aimer que les autres. Mintyukov, c'est un autre qui bouge beaucoup dans les classements. On le voit généralement au milieu de la première ronde, fin première ronde. Moi, je n'avais pas regardé jouer avant de faire mon top 32 en novembre. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé 8 ou 10, je ne me rappelle plus. Et encore une fois, comme je disais, c'est vraiment un gars mobile. Une fois qu'il a la puck sur sa palette, il est vraiment impressionnant. Au début de la saison, je trouvais qu'il était un peu... parce que j'ai regardé 8 ou 10 games, mais vraiment échelonné sur toute sa saison. En fond, début de la saison, milieu.
mettons, novembre, tous les mois, bref. 3-4 games par mois. Et lui, il trouve tout son sens quand il a vraiment la rondelle sur sa palette. Et au début de la saison, je le trouvais vraiment gêné. Gêné. Pas gêné, mais tu sais, pas confiant trop, prenait pas trop de chance, mais était assez soft dans sa zone. Il perdait pas mal souvent son homme, puis des fois, il se ramasse que ça roule trop dans sa zone, puis il ne sait pas quoi faire nécessairement. Il y a vraiment une bonne mobilité, une bonne agilité de reculons d'avant, n'importe quelle direction, mais il ne savait pas comment l'utiliser pour contrer l'adversaire. Et plus ça avance, plus ça s'améliore. Et là, son offensive ressort beaucoup mieux aussi parce qu'il prend vraiment plus de chances, mais des chances calculées. Il va bouger pas mal plus le long de la ligne bleue, il va être pour ouvrir les lignes de passe, pour un peu influencer le corps défensif adverse. Il va s'avancer près du gardien de but. Ça, c'est une affaire que Simon Nemetz ne faisait pas beaucoup au début de la saison, que j'aimais pas beaucoup de son jeu. Là, ça fait longtemps que je l'ai regardé jouer. Là. Mais Mintyukov le fait de plus en plus, donc j'étais content de voir ça, l'évolution dans son jeu. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ça fait depuis début décembre que je ne l'ai pas vu. Mais bref, je comprends pourquoi, encore une fois, il y a du monde qui l'ont assez haut. Mais pour moi, c'est trop tôt encore. Il va falloir qu'en janvier et en février, il montre qu'il est encore willing de prendre plus de chances, mais de prendre plus de responsabilités aussi. Puis avoir moins de difficultés à contrer les systèmes adverses. Tu l'avais-tu vu, Mathieu? Non, je ne l'ai pas vu encore. Puis c'est pour ça que je voulais te poser la question. Je ne sais pas si tu l'as mentionné en début de point, mais Mintyukov, est-ce qu'il jouait au Canada dans l'année passée ou il évoluait en Russie? En Russie, c'est sa première saison. Il n'a pas joué pendant tout, je pense, l'année passée. Fait que c'est sûr que ça a joué. J'ai marqué dans mon rapport de match, lui, il n'a pas joué pendant toute l'année passée. Fait que c'est sûr que ça y a pris un petit moment d'adaptation, si on veut. Ouais, ben, comme tu disais, en fait, ça va être de regarder en janvier, février, si sa progression continue de monter. Là, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'au début de l'année, c'était peut-être justement le fait, niveau adaptation, niveau arrivée sur le hockey nord-américain. Les points que tu exposais, je trouvais que c'était beaucoup en lien avec une adaptation plutôt qu'un style de jeu peut-être déficient. Oui, il y a vraiment du talent. Ça paraît tout de suite sur la glace. Puis il y a quand même une belle production. Depuis que j'ai fait mon rapport de match, je vais aller voir si sa production a continué. Malgré que, on va se le dire, ça n'a pas beaucoup joué. Non, c'est ça. Avec la COVID, il y a plusieurs matchs qui ont été repoussés. Il jouait avec quelle équipe déjà, t'as dit? Il est en OHL avec le Spirit de Sagina. Non, il n'a pas vraiment joué. C'est 22 en 29. L'année passée, il n'a pas joué pendant tout. La dernière fois qu'il a joué, c'est vraiment dans la MHL en 2019-2020. Il avait joué juste 33 matchs. Fait que, il n'a pas joué beaucoup dans les 2 dernières années. Fait on peut comprendre pourquoi il y a ce genre d'adaptation-là qu'il y a eu. Autre joueur que je voulais vous parler, un gars dans la OHL, un coéquipier, le coéquipier de Yann Michak. Max qui m'a parlé de sa seule qualité. C'est le coéquipier de Yann Michak, c'est Jordan Donovan. C'est pas un gars qui va sortir première, deuxième ronde, selon moi. C'est vraiment plus dans les rondes plus loin. Mais c'est un gars qui m'a tombé dans les yeux du fait quand j'ai fait ma tournée des espoirs des Canadiens de Montréal, donc Yann Michak. Un peu comme Kirill Karsanov l'année passée ou l'autre d'avant. C'est en 2020, ça? Non, c'est en 2021. Karsanov, c'est l'année passée. Ouais, c'est l'année passée. Un peu comme lui, on le voyait que c'est un joueur qui a un potentiel limité, qui a une mobilité correcte, qui a un physique correct. C'est pas le gars le plus mean, mais c'est pas non plus un softie. Il n'a pas nécessairement le tir le plus foudroyant, mais il est capable de toucher au net. Distributeur de rondelles correct, il voit les lignes de passe, il fait rarement des erreurs. Il n'est peut-être pas aussi compétent que Kirsanov dans sa zone, mais quand même, il est capable de faire les jeux. Il est vraiment stabilisateur pour une défensive. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de ce joueur-là. Je t'en ai parlé direct, Mathieu, quand j'ai trouvé mon Kirsanov de 2022. Direct, quand je l'ai vu, je t'ai dit ça. Là, tu m'as dit c'est qui? Ah! Mais bref, je t'allais parler. Là. Mais t'avais-tu le temps de le regarder un peu? Pas encore, mais je prévois faire une petite ronde encore de visionnement des espoirs du CH bientôt.
Donc, Michak, je vais sûrement le regarder. De toute façon, il y a des espoirs qui vont jouer contre les Bulldogs d'Hamilton. Puis en plus, ben, ils vont être le fun à regarder parce que là, en plus de Donovan que tu me parles, ben, il y a Michak et il y a Mason McTavish qui vient d'être échangé là-bas. Fait que ça va être bien plaisant. Puis il y a Arbor Chekai aussi qui est rendu là. Oui, exactement. Ça va être une bonne équipe à regarder. Puis, tu sais, la OHL, au début de l'année, j'étais comme vraiment peu enthousiaste envers eux autres, parce que souvent, ils vont avoir des choix de première ronde. Là, il y en a vraiment moins cette année. Mais il y a la deuxième ronde, troisième ronde, il y a vraiment beaucoup d'espoir, surtout en défensive, qui sont très intéressants. Donc, même affaire pour la LHJMQ, tu sais, que première ronde, il y en a peut-être 2 qui vont sortir première ronde, 2 ou maximum 3, ça ne m'étonnerait pas un gros, là. Mais pour la deuxième, troisième ronde, il y a des gars qui sont vraiment plus intéressants, comme Maverick Lamoureux, après ça, Dumais aussi. Bref. Fait que, ben, Jordan Donovan, c'est vraiment un gars de début de milieu de première de draft. C'était 3, 4e ronde, mettons. Quand c'est un gars qui pourrait jouer sur une troisième paire, selon moi, éventuellement. Tu le prends pas en première ronde, deuxième ronde, OK, si tu penses vraiment qu'il va être capable de se développer. Mais vraiment à regarder sur le long terme. J'ai vraiment pas détesté ce que j'ai vu de ce joueur-là. Ensuite, Kevin Korchinski. Korchinski, bien aimé ce que j'ai vu de lui. Un peu dans le même moule que Minchukov, peut-être un peu moins offensif, plus défensif un peu, mais surtout une mobilité très, très, très impressionnante. Un gars qui est capable d'évacuer la pression très, très, très facilement comparativement au prochain que je vais vous parler après lui, parce que je n'avais un 5e, j'avais oublié. Korchinski, c'est ça. Lui, il est très confiant avec la rondelle. Sa relance est vraiment magnifique. C'est une blague. Et il est très compétent en relance. Et ce que j'aime beaucoup des défenseurs qui sont mobiles, c'est vraiment ça. C'est vraiment quand ils sont capables d'aller récupérer la rondelle ou bien faire un scrum, peu importe, aller voler la rondelle à un attaquant, être capable de la monter aux autres mêmes ou bien être capable de faire une passe. Ça, il est vraiment bon là-dedans. Le petit problème, c'est vraiment que des fois, il va avoir un petit peu de misère à pas être motivant en défensive, là, mais il manquerait un peu d'entrain, si vous voulez. Une petite tête dans le dos pour dire hey, tu veux aller pogner à la POC, s'il te plaît? Grouille-toi. Fait que, à part ça, sérieusement, j'ai pas vu beaucoup de défauts dans son jeu. Je suis pas pour rien qu'il y a du monde qui l'a en première ronde. Je suis pas encore rendu là, sérieusement. Première ronde, ça va être difficile pour moi de me mettre là. Début deuxième ronde, aucune misère à appuyer ce genre de choix-là. Offensive, quand même pas mauvais. J'aimerais ça qu'il soit encore plus en avant du net, qu'il s'avance encore plus là-dedans. Il distribue bien la rondelle, peut-être moins bien que Minchukov, puis moins agressif offensivement que lui, mais c'est pas pour rien qu'il produit vraiment beaucoup en ce moment dans la WHL. C'est parce qu'il y a vraiment un bon talent de distribution de rondelles. Ensuite, je voulais vous parler de Mats Lundgren. Mats Lundgren et non Lundgren. C'est-tu le frère? Je pense qu'on t'a posé la question sur Twitter, mais c'est-tu le frère à Ryan ou Charlie ou il n'y a aucun rapport avec ça? Très bonne question. Je ne vais même pas regarder. C'est pas moi qui pertinent. Pendant que tu parles, je vais aller regarder puis je vais revenir avec la réponse. Parfait. De toute façon, je vais l'avoir direct là. La réponse, c'est le frère à Father. Son père s'appelle Mats Lindgren. Donc, non, il n'y a pas de rien avec Charlie et les autres. Parfait. On close le dossier là. Vas-y, parle-nous de ce défenseur-là. Il mesure 6 pieds. On se rapproche tranquillement de quelque chose que je pourrais aimer pour un défenseur. Et en plus, c'est un patineur artistique. C'est le nouveau patin, ce gars-là, il est vraiment impressionnant, sérieusement, au niveau vraiment de la technique et tout, là. Très, très bon patineur à avoir joué. Mon rapport de match n'est pas encore sorti sur lui. Il devrait sortir demain ou après-demain. J'ai regardé 8 matchs encore une fois. Par contre, contrairement à Korchinski et Minchukov, c'est pas un défenseur qui va utiliser la mobilité de la bonne façon. Parce que c'est bien beau être capable, quand tu as de l'espace, de monter en rondelle ou de faire une passe avec un petit peu de pression, puis ça va bien, la monter, faire l'entrée de zone, puis promener le long de la ligne bleue. Mais si tu n'es pas capable d'évacuer la pression quand tu as de l'échec avant, ta mobilité ne sert à rien. Il faut vraiment que tu apprennes à faire ça. Parce que Mats Lindgren, ce que j'ai trouvé vraiment tannant, c'est que quand il y a un petit lob, puis après ça, de la pression à 2 joueurs ou un joueur,
il va se retourner, puis on dirait qu'il va comme être surpris d'avoir la pression sur lui, puis il va se débarrasser de la rondelle tout de suite. Souvent, ce que j'ai partagé hier sur Twitter, ça va faire un revirement, ou bien son équipe va perdre complètement la possession de la rondelle, parce que ça va revenir en zone nulle, puis l'équipe adverse qui va être capable de récupérer la rondelle. Il faut vraiment qu'ils apprennent à identifier des échecs avant. Je trouve que c'est vraiment spécial de dire ça, mais tu as de l'espace, patine, tu es vraiment un bon patineur, agile et tout, une bonne explosivité et tout. Il faut vraiment qu'ils apprennent à faire ça sérieusement. Parce que tout le reste, quand il y a de l'espace, quand il faut qu'ils montent la puck et tout, ça va super bien. Offensif, les premiers matchs que j'ai regardés, les 6 premiers matchs que j'ai regardés, il y avait des bons flashs, des bonnes passes, mais c'était vraiment pas constant. Il manque vraiment beaucoup de constance en général dans son jeu. C'est bien beau patiner, là, mais m'amener, il faut que ça donne de quoi en offensive ou en défensive. Puis lui, au niveau de l'impact de sa game, je ne l'ai pas aimé. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont en première ronde. Moi, oubliez-moi d'ici juillet. Là. J'ai bien la misère à le mettre en première ronde. Je pense qu'il va vraiment plus entrer en 2 ou 3e ronde, sérieusement. Il y a un beau patin, mais à part ça, fade. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Pas mon genre, finalement. Non, pas le patin. Patinage artistique, c'est ton genre, ça, non? Ben, le pire, même pas, souvent. Tu sais, mettons, Brandstrom, c'est vraiment pas le plus grand patineur. Là. Moi, c'est vraiment la vision offensive, c'est les petits skills. Mais c'est ça. Tu vas peut-être être impressionné par Ty Nelson. Peut-être. Ce serait dans tes genres aussi. Oui, parce qu'en offensive, il est vraiment compétent, Ty Nelson. Sérieusement. Il n'est pas grand. Non, Matechuk aussi est bon, mais c'est pas le niveau de Nelson. C'est juste que Nelson, il n'est pas capable de faire une pause en relance. Et ça, on en reviendra un autre jour. Fait que c'était pas merci, mal tout Pascal. Merci. Yes, merci bien pour petite chronique scouting. On va sauter tout de suite à la chronique LHJMQ, mon Max. Attends, je vais juste aller tweeter une coupe d'affaires, c'est Prospect. Je vais reprendre les propos de Pascal. Ouais, c'est ça. Bonne idée. On va avoir 10 000. LHJMQ, il y a eu plusieurs transactions qui se sont faites, des grosses transactions aussi d'ailleurs. Si tu veux nous faire un petit recap, un petit tour d'horizon sur les gros moves qui ont été faits dans la Ligue junior majeure du Québec, en espérant que les clubs n'aient pas à vivre l'espèce de tristesse d'avoir tout donné comme les Foreurs l'année passée pour finalement perdre en finale. Là. Mais on va te souhaiter ça, Max, en tout cas. Mais bon, je te laisse y aller, Max, avec la GMQ. Il y a une couple d'équipes qui ont été intéressantes, qui ont fait des moves intéressants. Je commencerai avec les Remparts de Québec parce que justement, ça a comme été... Est-ce que ça a été décevant? Peut-être un peu. On se serait probablement attendu à ce que les Remparts bougent plus parce que là, l'acquisition notable, c'est Connor Frenette. Fait que tu sais, c'est pas un énorme nom. C'est un joueur de 19 ans qui a gagné la Coupe justement avec les Tigres l'année passée au Centre Vidéotron à Québec face aux Foreurs de Val-d'Or en finale. Frenette qui était un solide vétéran là, avec les Tigres de Victo, qui est un leader, c'est un gars qui est capable d'apporter offensivement, c'est un gars qui avait connu des bonnes séries, qui connaît une très, très bonne saison offensivement cette année. Fait que, tu sais, c'est une acquisition intéressante pour les Remparts, puis ça a juste coûté un choix de 2e tour. Fait que Patrick Roy qui a été raisonnable, qui n'a pas sorti le gros chéquier, comme j'ai dit, c'est l'acquisition notable. Fait qu'on est resté raisonnable. D'après moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a vu pas mal plus une fenêtre d'opportunité l'an prochain pour les Remparts, parce qu'en ce moment, les Remparts, ce qu'on croyait, c'est qu'elle allait vraiment viser sur 2 ans. Là, visiblement, ils vont comme à moitié cette année. On verra ce que ça va donner, mais je pense que l'année prochaine, on va vraiment mettre le paquet. Puis je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise décision, là, parce que il manquait quelque chose au Remparts. Il manquait... Tu regardes cette équipe-là, c'est pas une équipe de playoffs, puis à mes yeux, c'est même pas si proche de ça que de l'être. Il manquait vraiment quelque chose, fait que je pense vraiment qu'il aurait fallu donner beaucoup pour amener cette équipe-là à un niveau intéressant à une année pendant laquelle toutes les équipes, en fait, quelques équipes vont essayer de se booster un club. Fait que je pense que c'est une bonne décision, c'est une sage décision de Patrick Roy et des Remparts de se dire, OK,
on va y aller semi cette année. On a une bonne équipe, on est talentueux, mais c'est vraiment l'année prochaine qu'on va y aller. Penses-tu qu'il y a eu peur un peu de la COVID puis de parité un peu dans la ligue? Ben, c'est sûr qu'un centre Vidéotron en série, tu veux avoir ça plein. Tu as l'avantage d'avoir un aréna qui remplit, est un aréna LNH. Fait que c'est sûr que les propriétaires se sont peut-être dit OK, regarde, cette année, on ne pourra même pas le remplir probablement. Là. Fait que tant qu'à ça, on va y aller all-in l'année prochaine, puis on va se bâtir un club fou raide pour s'assurer de le remplir, puis s'assurer d'aller jusqu'au bout l'année prochaine. Moi, c'est ce que je vois. Ça fait du sens. Cette année j'avais l'impression, parce que j'étais allé à une coupe de match des Remparts avant que ça ferme boutique, puis je trouvais vraiment qu'il manquait là, de punch offensif. Bolduc, moi, à date, il me déçoit là, avec les Remparts. Moi, j'ai jamais été un fan de Bolduc, jamais. Moi non plus, je l'ai même pas classé l'année passée. Ou je l'ai classé, en tout cas, j'ai pas mon ranking devant moi. Mais de mémoire, je l'ai pas classé. J'ai juste, mettons, projeté où c'est que je pensais qu'elle allait sortir. Genre, fin de première, début deuxième, c'était un peu ça la projection. Mais moi, personnellement, je n'étais pas capable de le classer. J'avais de la misère avec ce prospect-là. J'avais de la misère à le comprendre. Puis j'aimais pas particulièrement son style. Puis cette année, il me démontre vraiment pas rien de mieux là, avec les Remparts. Puis, autant que Théo Rochette, statistiquement parlant, a des belles statistiques, mais quand tu regardes, souvent, ses points sont accumulés contre des équipes un peu moins fortes. Puis, les matchs que j'ai vus en personne là-bas, sincèrement, il manquait de punch offensif. Fait que là, quand tu es rendu à vouloir ajouter du punch offensif, on s'en est parlé, Max, il faut que tu dépenses. Fait que je trouve que le point que tu amènes, effectivement, ça va en ce sens-là. Est-ce que c'est la saison pour dépenser, pour avoir vraiment un gros punch offensif? Peut-être pas. Est-ce que l'année prochaine, un gars comme Justin Robida pourrait justement être dans la mire des Remparts? Il y a des fortes chances que oui, mais cette année, d'aller le chercher, c'était peut-être pas pertinent non plus. Puis j'en avais parlé dans un texte, j'avais soumis l'idée d'aller chercher ce gars-là. Je trouve qu'il est vraiment dans la trempe de ce que les Remparts avaient besoin. Puis aussi le genre de joueur que Patrick Roy aime bien. Mais effectivement, ça pourrait aller à l'année prochaine. Ouais, je pense que oui. Puis comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne décision parce que là, venons-en aux autres équipes. Est-ce que je vais tout de suite aux Sea Dogs? On va passer par les Highlanders de Charlottetown avant. On va finir avec les Sea Dogs parce que les Sea Dogs qui ont carrément volé le show. Là, puis on passera aussi rapidement sur les Cataractes. Mais les Highlanders de Charlottetown qui ont notamment fait l'acquisition de Dawson Stairs du Cap-Breton. Je trouve qu'avec les Highlanders, on est allé plus qu'on... Ah, puis il y a le Titan aussi dont il va falloir que je parle. Highlanders, on est allé relativement conservateur, mais c'est parce qu'on n'avait pas tant de trous non plus. C'est une équipe qui est déjà bien complète, puis c'est une équipe surtout qui part vraiment de la défense. Tu sais, les Highlanders de Charlottetown, c'est toute une équipe complète. Puis là, la seule grosse faiblesse que je voyais potentiellement chez les Highlanders, c'était devant le filet. Puis dans la première acquisition qu'on a faite dans la période des échanges, ça a été Francesco Lapena, qui est un des meilleurs gardiens de la LHGMQ. Fait qu'on a rapidement comblé le besoin qu'on avait devant le filet. Fait qu'après ça, ça a juste été d'aller chercher des éléments. Je pense à Jérémy Biakabuska. Dawson Stairs, j'ai dit n'importe quoi. Dawson Stairs a quitté les Highlanders. C'est Mathis Ouellette qui a fait le chemin inverse. Non, c'est pas ça. Hey, je suis mêlé raide. Dawson Stairs a rejoint les Highlanders. C'est ça. Hey, voyons donc. Dawson Stairs a rejoint les Highlanders. Hey. C'est parce que le site de la LHMQ, c'est mal fait. Mais c'est ça, me semblait aussi. C'est parce que t'as tout, ça va d'un côté puis de l'autre. C'est ça, Lapena, Biakabuska, puis là, ça change de bord. Fait que je comprenais rien, mais non, en effet. Mais il est souvent mal fait, leur site, sérieusement. Non, mais vous irez voir, je comprends pas pourquoi les équipes sont du mauvais bord, mais bref, en effet, Dawson Stairs qui rejoint les Highlanders. Fait que aussi Zachary Roy, qui est une solide acquisition, ça, du côté de l'Armada Blainville-Boisbriand, on est allé chercher. Puis
Puis là, on voit qu'on a donné un choix de 4, un choix de 3, un choix de 3, puis un choix de 4. On s'entend, ça ne restera pas comme ça. Là. C'est clairement quelque chose qui va bouger au draft parce que ça n'a pas de sens comme prix pour un gars comme Zachary Roy. Fait que bref, les Islanders qui sont juste venus patcher quelques trous à des prix qui semblent raisonnables. Ça va dépendre encore une fois de ce qui rebouge au draft. Mais pour l'instant, ça semble assez raisonnable comme prix. Puis on a toute une équipe de hockey. Maintenant, le Titan, l'acquisition qui est vraiment solide, du moins dans les derniers jours. Après ça, il y en a une qui est arrivée plus tôt. Là, on y reviendra. Pascal, je suis sûr que tu vas pouvoir m'en parler aussi. Là. Mais dans les derniers jours, à date limite, proche de la date limite, l'acquisition de Miguel Tourigny, qui est un défenseur offensif époustouflant. Là. Le flair offensif de ce défenseur-là, c'est beau à voir. Je l'ai vu à quelques reprises cette année. C'est un poison. Là. Il peut vraiment faire mal à l'équipe adverse. C'est un gars qui peut marquer des buts, créer des jeux sur l'avantage numérique très, très, très solide. Fait que ça, pour le Titan Batters, c'est une solide acquisition. Puis encore une fois, c'est des choix au repêchage que Blainville a reçus. J'ai hâte de voir ça va se transformer en quoi au repêchage, parce que ça, il me semble que le coach de l'Armada l'a dit officiellement que ça allait changer au repêchage. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir. Sinon, évidemment... Hey, Max, je t'arrête 2 secondes. Pascal, Miguel Tourigny, t'aurais-tu de quoi à nous dire par hasard? Je l'ai vu une pelle de fois, mais par vidéo. Mais une fois contre les Saguenayens de Chicoutimi pendant que j'étais à la galerie de presse. Brag. Mais comme toi, dans le fond, tout le temps. Mais j'avais pas aimé pendant toute sa game. Mais pas nécessairement sa game de hockey, mais le reste. Parce que c'est pas une bonne game pendant tout pour l'Armada. Puis il était bourrasseux, là, un vrai bébé. Là. Il regardait tout le temps dans les estrades comme ça. C'est à cause de lui, tu sais, un petit coéquipier. J'étais comme, hey, d'où arrête, là? Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est en effet... Je ne l'ai pas mentionné parce que je ne sais pas si tu l'as assez vu pour m'avancer là-dessus, mais là, tu confirmes un peu. C'est un gars qui peut... J'ai dit qu'il pouvait faire mal à l'autre équipe. C'est un gars qui, des fois, peut aussi avoir un petit peu de misère à se contrôler puis faire mal à sa propre formation. Fait que c'est là que ça va être important de bien l'entourer avec le Titan, puis je pense qu'il va l'être. Ouais, mais en effet, c'est un point que tu amènes qui a peut-être fait baisser sa valeur un petit peu. Mais c'est clair qu'il y a tout un talent. Maintenant, à l'attitude, on va voir comment ça va se passer là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, venons-en à la grosse transaction là, du Titan. Félix Lafrance, mais aussi Thomas Bellegarde, qui n'est pas à sous-estimer dans ce trade-là. Thomas Bellegarde, qui était très bon avec les Sags, mais Félix Lafrance, j'allais dire, oui, ça c'est encore, il n'y a pas eu de game de la LHMQ, c'est encore le meilleur pointeur de la LHMQ. Fait que tu veux pas, ça, c'est un grand coup là, du Titan qui, là, est allé chercher le punch. Là, c'est peut-être la défensive qui est comme questionnable là, à Batters, mais en attaque, c'est clair qu'il y a de quoi pour faire très mal. Puis tu peux en parler autant de Bellegarde que de la France, le gâteau. Gâteau. La France, très bon joueur junior. Je ne sais pas s'il va être capable de jouer dans la Ligue nationale, je ne penserais pas, sérieusement. La Ligue américaine, probablement très accessible, mais au niveau junior, là, très, très, très efficace dans tous les aspects du jeu. Tu avais vraiment Tourigny puis la France. Là. Puis, mettons, tu avais un joueur dans son équipe, quand je l'ai vu contre les Saguenayens. Il y a un joueur de l'Armada qui avait mangé une poque dans la face. Le premier qui est allé voir, c'est la France. Le premier qui a averti l'arbitre. Pardon. L'arbitre. Un petit T'as-tu écouté Elvis Gratton en fin de semaine, toi? Le premier qui est allé voir l'arbitre pour lui dire qu'il y a quelque chose qui se passait, c'était la France. Fait que c'est un leader. C'est vraiment par l'exemple, mais aussi par l'attitude. Tu le vois sur la glace. Tout le monde est derrière lui. Tout le monde veut y envoyer à la puck. Fait que, je pense pas que ça va être le leader incontesté de cette équipe-là parce qu'elle est vraiment complète, mais il va tellement bien s'insérer dans le top 6. Vraiment un bon ajout. Puis Thomas Bellegarde, genre de joueur que, au niveau offensif, un peu inconstant, mais capable de poter des buts une fois de temps en temps, mais encore une fois, il y a vraiment une bonne efficacité sur la glace. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui. J'étais quand même content pour lui qu'il s'en aille en même temps que la France avec cette équipe-là. Donc,
ils vont l'aimer pour peut-être le bottom 6 là, ou bien le middle. Bref, très bonne acquisition. Cataract de Shawinigan maintenant, qui compte déjà sur un Big 3 en attaque, puis qui cherchait à compléter ça un peu. Puis encore une fois, si tu as de quoi à dire, Pascal, ne gêne-toi pas là, sur l'acquisition de Loris Rafano-Mensoa contre un choix de première ronde en 2022. Défenseur complet, c'est vraiment, on est venu solidifier notre brigade défensive avec ça. Là, on a payé relativement le prix là, avec un choix de première ronde, mais je pense que c'est le genre d'acquisition que ça prenait absolument au Cataract pour espérer rivaliser avec, on parle d'acquisition des autres équipes, là. C'est vraiment des grosses attaques qu'on se bâtit chez les autres formations. Fait que si les Cats veulent faire un bon bout de chemin en série, c'est clair, ça prenait un gros défenseur solide pour venir aider à rivaliser contre ces attaques-là. Parce que l'attaque, on l'a déjà pas mal chez les Cats. Puis je vais venir après compléter avec une autre très solide acquisition. Mais Pascal, si avant tu veux nous parler de Rafano Mensoa. T'es bon en maudit de dire son nom. Moi, on va l'appeler Zoa. Je l'ai trouvé qu'elle avait payé cher, mais ton point est tellement bon. C'est le genre d'acquisition qu'une équipe va faire pour aller chercher Ben Sherratt, mettons. C'est de ça que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut que le monde le voie. Là. Parce que dans sa zone, il est parfait, bonne relance, mobilité correcte. L'offensive, c'est pas Tourigny, là. Mais il est quand même capable de get things done. Fait que non, j'ai été étonné, mais avec le recul, c'est sûr qu'il a coûté ça. Parce que pour une défensive, il te faut ce genre de gars-là pour aller loin en série. Maintenant, attaque, puis là, c'est quelque chose qui a fait jaser. Que les Cats ont payé un prix très, très, très raisonnable pour un gars qui a refusé de se présenter avec le Dracor de Bécomo. Un gars qui a joué quelques matchs avec les Lions de Trois-Rivières cette année, Pierrick Dubé, qui devrait être dominant dans la LHJMQ. Fait que là, on se retrouve avec 4 attaquants qui peuvent vraiment être dévastateurs là, du côté des Cataractes. Pierrick Dubé, c'est un gars qui... je vais checker ses stats, mettons, pour vous donner une idée de ce qu'il a fait l'année passée. Là. Fait que, imaginez-vous ça cette année. L'année passée, à Chicoutimi, après avoir été changé des remparts au Saguenéen, 19 points en 14 matchs, mais surtout 12 buts en 14 matchs. Il scorait sans arrêt à Chicout, le Pierrick Dubé. Là. Fait que là, avec les quatre... Donc, c'est moi ou tout le monde a passé par les Saguenayens? Je me rends compte de ça, mais... Fait que Pascal, encore une fois, si tu veux en parler, mais Matt aussi, d'après moi, tu l'as peut-être vu à Québec un peu, mais bref, tout ça pour dire que les Cataractes sont allés chercher tout un talent offensif là, pour venir compléter les Bourgault, Bourque et Cormier. C'est solide. J'ai pas vu Dubé. Je l'ai perdu de vue dans la HJMQ. Mais par contre, je l'ai vu dans le Midget 3. Puis c'était parce qu'il jouait avec le cousin de ma conjointe. L'année où... Bragg. Puis l'année où le Séminaire Saint-François a gagné la Coupe. Match que j'étais là d'ailleurs. Match que j'ai pu observer. Jacob Pelletier. En tout cas, cette année-là, Midget 3, avec Jacob Pelletier et Pierrick Dubé. C'était vraiment une belle année. Puis... Sérieusement, Dubé, c'est le genre de joueur que tu veux pour rentrer en série. C'est un gamer. C'est lui qui va aller faire les tâches. T'sais, je ne sais pas si LHJMQ, ça s'est bien transposé. J'imagine que oui. Là. Mais je ne l'ai pas regardé avec les Remparts ni avec les Sags. Mais je sais que dans le Midget 3, c'était ce type de joueur-là. Il faisait les tâches ingrates. Il s'en allait devant le filet. C'était le même qui ramassait ses buts. Fait que j'imagine que dans le junior, c'est toujours ça. Fait que dans ce cas-là, avec les joueurs que tu as mentionnés, ça va être toute qu'une acquisition pour les Cataractes. J'ai dit Cormier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Cormier. Là, le nom que je voulais dire, vous l'aurez deviné, c'était Nadeau. Mais ça a sorti Cormier. Okay. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Fait que là, on a fait le tour des Cataractes. Il nous reste l'équipe qui a littéralement, carrément volé le show. Les Sea Dogs de Saint John, qui reçoivent le tournoi de la Coupe Memorial. Fait que c'était pas une surprise, c'était eux qui allaient dicter le marché. Mais là, c'est pas compliqué, ils ont changé, ils doivent avoir changé le 3/4 de leur équipe là, dans les dernières semaines. D'abord, il y a Kuznetsov qui est descendu du club école, c'est des Flames de Calgary, je crois, Yann Kuznetsov, le défenseur qui va aller vraiment déjà tu payes même pas
puis c'est une surprise, c'est un cadeau du ciel qui tombe dans ton équipe, un gars de calibre professionnel là, qui a joué une partie de l'année Ligue américaine. Fait que déjà là, c'est un solide cadeau. Ensuite vient la période des échanges. On est allé chercher Vincent Sévigny à Victoriaville, un gagnant de la Coupe du Président l'année passée, qui est très solide. Ensuite de ça, encore une fois, avec Victoriaville, on est allé chercher le gardien Nicolas Urtubise, qui a gagné la Coupe l'année passée. Ensuite de ça, là, on a payé des choix. Les choix, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas compliqué. Là, je ne vais pas les nommer pour chaque transaction. Les Sea Dogs ont donné tous leurs choix dans les transactions à peu près. C'est pas compliqué. Là, on s'est littéralement vidé. On est allé chercher des Foreurs de Val-d'Or, Marshall Lessard, en échange de choix de 1, 4, 5, 6, 10 et de l'espoir Francis Woods. Marshall Lessard, ça, je peux vous en parler. Là, c'est un gars que j'ai tellement adoré à Val-d'Or. Quand on l'a repêché, je me souviens, en première ronde, il y a quelques années, on parlait de lui, on entendait parler de lui comme un petit Brendan Gallagher. Mais on a vite compris pourquoi. Là. C'est un gamer, c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui est très, très, très intense, qui frappe. Mais imaginez Gallagher avec un bon côté sniper aussi. C'est tellement un gars. Puis ajouter à ça, qui est excessivement clutch. Tu sais, je gère les réseaux sociaux des Foreurs de Val-d'Or depuis quelques années. Puis Marshall Lessard, le nombre de fois que je l'ai surnommé sur Twitter en majuscule, Marshall Clutch Lessard, parce qu'il scorait le gros but au gros moment. C'est pas compliqué. Là. Si Marshall Lessard n'était pas blessé en série l'année passée, je peux vous garantir que les Foreurs mettaient la main sur la Coupe du Président. Puis probablement en 4, 5 ou 6 matchs en finale. Là. Parce que Marshall Lessard, c'est le gars qui manquait en série pour amener de l'énergie, pour aller chercher l'étincelle, pour scorer le gros but au gros moment. Fait que je suis très content pour lui qu'il puisse avoir la chance d'aller gagner cette année avec les Sea Dogs. Il a été blessé une bonne partie de l'année à Val-d'Or, mais quand il est revenu, quand il est dans l'alignement, tu le vois. Là, tu vois l'effet Marshall Lessard. Fait que s'il y a une acquisition des Sea Dogs, pour moi, qui peut faire une grosse différence, c'est lui. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est un 19 ans en plus qui a des bonnes chances de revenir l'an prochain. Sinon, on est allé chercher... on est allé, premièrement, boucher quelques trous. Tu sais, quand je dis qu'il y a une bonne partie de l'alignement qui a changé complètement, là, on n'est pas juste allé chercher des vedettes. Là, on a fait l'acquisition de plusieurs joueurs pour boucher des trous. On est allé chercher Philippe Daou à Moncton. Ça, c'est un gars qui jouait jusqu'à maintenant cette année dans le club école des sénateurs à Belleville. Statistiquement, ça a l'air que c'était pas facile. Selon ce que j'ai lu non plus, là, c'était pas nécessairement facile l'adaptation pour lui. Fait que là, à 20 ans, de retour dans le circuit junior. Dans LHMQ, c'est clair, c'est un gars qui va être excellent. Là. On s'entend, il ne jouait pas dans la Ligue américaine pour rien. Sinon, Ravis Christiansen, c'est un Européen du raccord de Bécomo qui a été acquis. C'est un espoir des Penguins de Pittsburgh. Encore une fois, gros morceau. On a payé le prix avec plusieurs choix au repêchage. C'est pas compliqué. J'ai la liste des échanges devant moi. Puis le nombre de choix qu'on a donnés, ça n'a aucun bon sens. Quand je dis qu'on les a tout donnés, c'est même pas une joke. Là, vous irez voir de vous-même, là, vous allez sur la page échange de la LHMQ, vous sélectionnez Sea Dogs de Saint John. Là, c'est fou raide. Ils ont tout donné. Fait que non, les Sea Dogs se sont bâtis un club vraiment pour la Coupe Memorial. C'est normal, les reçoivent le tournoi, sont assurés d'une participation au tournoi. Maintenant, quand tu prends le risque de faire ça, il faut que tu espères bien, bien fort que la chimie prenne. Parce que là, c'est la moitié ou le trois quarts là, de l'équipe là, qui est modifiée complètement. Là. Fait qu'il faut que tu espères fort. Là. Il y a déjà des très bons joueurs là-bas. Mais là, ça n'a pas le choix de pogner. C'est là ou jamais. Là, parce qu'après ça, ça va être des années difficiles pour les Sea Dogs. Fait que c'est là qu'il faut que ça prenne. Max, à ton avis, est-ce que pour un circuit junior comme la LHJMQ, c'est des kids, c'est des jeunes, à ton avis, est-ce qu'il y a trop de transactions? Est-ce que les prix sont démesurés pour des jeunes en plein développement? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Il n'y a pas un kid qui est forcé à jouer dans la LHJMQ. Les kids jouent là parce que c'est leur rêve, parce qu'ils veulent être là. À partir de ce moment-là, ces kids-là acceptent ce qui va avec.
Moi, ça me fait rire. C'est un débat qui revient à chaque année. Ah, il ne devrait pas avoir d'échange, l'école, puis tout. L'école, c'est excessivement important pour la LHJMQ. Les périodes de transaction sont prévues en conséquence. La date limite des échanges, c'est pas pour rien qu'elle était il y a une couple de jours. C'est pour permettre aux kids d'arriver à leur nouvelle place avant le retour au cégep. Au début de l'année, la saison commence genre un mois après que les équipes aient remis leur liste finale. Pourquoi? Pour que les jeunes puissent savoir s'ils font l'équipe avant le début de la rentrée scolaire. Fait que, tu sais, la LHJMQ fait tout ce qu'elle peut pour permettre aux jeunes d'être dans des bonnes conditions pour l'école. Après ça, la LHJMQ permet à ces kids-là de vivre leurs rêves puis d'espérer atteindre, que ce soit la SCHL, la AHL, la LNH, un circuit européen, n'importe quel circuit pro, que ce soit d'atteindre les circuits collégiales québécois ou canadiens, whatever, après. Fait que, tu sais, moi, l'affaire là, de dire « Ah, cette transaction, c'est terrible pour les kids, ça ne devrait pas exister. » De quoi tu parles? C'est tout le temps du monde qui ne connaît pas la réalité du junior. Fait que c'est un débat qui est carrément inutile. Ça a zéro lieu d'être. Les kids qui jouent junior, je suis désolé, mais sont gâtés. Là, embarques-tu dans le politique? Québec solidaire, là, qui chiale sur le fait que là, les propriétaires juniors qui font de l'argent sur le dos des jeunes. Je suis désolé, il n'y a pas bien de propriétaires juniors qui font de l'argent à la base. Non. Il y a beaucoup de propriétaires juniors qui mettent de l'argent de leur poche par passion. C'est ça. Fait que tu viennes pas me faire chier à dire que les propriétaires utilisent les jeunes pour faire les jeunes ont leur scolarité payée, même après leur junior. Les jeunes sont logés, nourris, équipements super bien traités. Quand je vois des politiciens faire de la politique sur le dos du junior puis dire qu'ils devraient être payés, ces jeunes-là, fine. Qu'on les paie, mais qu'on leur enlève logement, tout ça. OK, vous allez voir qu'au final, les jeunes sont pas mal gagnants de ne pas être payés. Fait que moi, je suis tanné qu'on fasse de la politique puis du je sais pas quoi en disant sur Twitter que c'est pas bon les transactions pour les jeunes. Là. C'est un choix de jouer dans la LHJMQ, puis c'est pas pour rien que c'est un rêve pour bien du monde. Puis pas mal sûr que Félix Lafrance est bien content d'aller au Titan. Hein. Tu sais, ça fait partie de la game, puis c'est le fun. La LHJMQ est tellement le fun pour ça. Là. Tu sais, c'est pas comme si c'était la seule place au monde où c'était ça. C'est ça, le hockey, je veux dire. C'est ça dans tous les circuits juniors, là. C'est ça dans la LNH aussi. Ça se peut que tu sois échangé, tu sais, fait que... Si c'était dans le scolaire, ça serait pas ça. Mais c'est pas le scolaire, c'est privé. C'est ça. C'est ça. Mais c'est un apprentissage d'adulte. Tu sais, à un moment donné, c'est juste un apprentissage dans le développement. Tu sais, je l'ai été échangé dans le junior au baseball. Je suis pas mort pour autant. C'est un apprentissage, puis ça fait développer comme un joueur pro. Mais tu sais, c'est ça. C'est tout l'aspect politique. Tout. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les fameuses rumeurs entourant les jeunes. Tout ça. Moi, je trouve ça un peu ordinaire qu'il y en ait qui essaient de se monter une crédibilité en lançant des rumeurs concernant des jeunes, puis qu'au final, c'est pas nécessairement des rumeurs qui sont véridiques. Ça me dérange un peu, mais pour l'aspect de transaction, sincèrement, ça a tous ses lieux d'être. À un moment donné, tout est mis, comme tu dis, en fonction de l'école, puis c'est un apprentissage pour les jeunes aussi. C'est une affaire que tu avais dit, je pense, Max. T'enlèves les transactions. T'enlèves pas mal d'affaires qui rendent la ligue le fun pour les jeunes. Pas mal sûr que t'as pas mal plus de jeunes qui vont passer au sud. Fait que, c'est ça. Un jeune, présentement, mais on le voit, là, il commence à avoir de plus en plus de collèges et d'écoles américaines qui viennent chercher les joueurs au Québec. C'est un bon joueur qui est coincé dans une équipe qui est en reconstruction pendant 4 ans, pendant le stage junior, d'un jeune qui a un super bon potentiel, mais qui le sait que pendant 4 ans, il ne fera pas une série et qu'il ne peut jamais être échangé. Ben, je suis désolé, mais ce joueur-là va aller dans USHL, il va aller dans d'autres circuits américains. Puis après ça, on va se demander pourquoi qu'on produit des bons Québécois. Mais c'est parce que, justement,
là, on en parle, mais on ne devrait même pas donner d'attention à ces propos-là. Ça même pas. Ça revient à chaque année par des gens, comme j'ai dit, qui ne connaissent pas la réalité, ou du moins, non. En fait, tu sais, je ne sais même pas le nom du gars qui a tweeté ça, que ça n'a pas d'allure des transactions. Puis je suis beaucoup le monde du junior, je suis là-dedans depuis plusieurs années. Fait que si je ne connais pas son nom du tout, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas bien dans le monde du junior. On s'entend, là? Ah, si oui, mes excuses, je ne sais pas qui. J'ai dit que je ne me souvenais pas de ton nom. Là. Mais si oui, c'est encore plus un problème de penser comme ça, malheureusement. Yes. Merci, Max, pour ce petit tour-là de la LHGMQ. On va passer au dernier bloc. En fait, un petit recap de 2021. J'ai sorti des petits événements, en fait, qui sont arrivés à chaque mois de l'année 2021. Puis, arrêtez-moi si vous voulez qu'on jase sur certains points. C'est sûr qu'il y a des points. Évidemment, en 2021, on a eu la course aux séries des Canadiens de Montréal, la finale de la Coupe Stanley. Fait que, on pourra en parler si vous voulez. Il y a d'autres aspects qui sont ressortis pendant l'année. Bref, je ne sais pas vous, les boys, moi, souvent, les chroniques que je fais, je les mets à l'écrit sur le site par après. Fait que c'est à vous là, de voir si vous voulez retranscrire, dans le fond, ce qu'on a jasé à l'écrit. Mais moi, mon recap va être disponible sur toutsurlehockey.com. Ils sont déjà disponibles. Il est déjà là, mais il est en brouillon. Fait qu'il n'est juste pas publié. Là, mais... Non, je parle... mais j'ai fait des scouting reports qui sont déjà sur le site. Pour ceux qui les ont manqués. Oui, effectivement. On a pas mal de stock. Bref, janvier 2021, j'ai renoté 3 événements, en fait. Championnat mondial junior, la finale Canada-États-Unis, un duel au sommet. Puis ça a été l'occasion de voir un certain Cole Caulfield disputer la médaille d'or pour son pays. Le plus vieux du tournoi. Tellement mal utilisé. Du tournoi. Qui jouait avec Matthew Beniers, un joueur pas très bon. Tu sais. Mais bref, on en a parlé suffisamment. Mais on avait l'occasion de voir des gars comme Trevor Zegras, Dylan Cousins, Alex Newhook. Bref, beaucoup de talent dans cette finale-là. Puis, ça a été les États-Unis qui ont gagné la finale avec les 2 premiers marqueurs, Zegras et Cousins, qui s'affrontaient. Les 2 meilleurs gardiens du tournoi aussi, Devon Levi et Spencer Knight. Donc, ça a été tout qu'un duel, tout qu'un match. Mais malheureusement, le Canada est sorti avec la médaille d'argent. Puis pendant ce temps-là, il y avait la NHL qui était en pause. La NHL qui a commencé son calendrier le 13 janvier. Ça a été une saison particulière. 2021, on ne se cachera pas. Une saison avec des taxi squads. Une saison avec une division canadienne, pas d'affrontement avec les équipes américaines, c'était du tout nouveau. Moi, personnellement, j'ai pas tant aimé ça. Je suis content que la Ligue nationale ne soit pas allée de l'avant avec cette formule-là cette année. Mais bref, c'était vraiment une saison de nouveau qui s'enlignait pour la Ligue nationale. Et puis, je conclus le mois de janvier avec la fameuse transaction qui a retenu notre attention. Patrick Laine contre Pierre-Luc Dubois. Cette transaction-là qui, à première vue, semblait quand même assez favorable pour les Blue Jackets parce qu'on mettait la main sur Patrick Laine et Jack Roslovic, qui, lui, a connu une superbe saison avec les Jackets à son arrivée. Oui. Et Pierre-Luc Dubois, c'était plus dur un peu. Fait que, à première vue, c'était pas une super, mais finalement, la transaction, je trouve que maintenant, on peut l'évaluer un peu plus. Dubois, il a une super saison présentement. L'aîné a été encore blessé. Fait que je pense qu'en tout et partout, là, ça a été une bonne transaction dans l'ensemble. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que les séries ont vraiment fouetté Dubois. Dubois, l'année passée, il avait de l'air frustré. Puis dans les séries, c'était encore pire. Donc, je pense que ça lui a vraiment donné une bonne claque d'en face. Puis pendant l'été, il a dû remettre tout ça en perspective. Là, puis on voit le vrai Dubois cette année. Là. Donc, tant mieux pour les Jets, sérieusement. J'ai tout le temps tellement été un fan de Patrick Laine. Là. Tu sais, des scoreurs de même, des talents naturels de scoreurs de même, c'est tellement rare. Puis
j'ai toujours cru que ce gars-là allait scorer sur une base régulière des 50 buts dans LNH, puis je le crois encore un peu. Mais Colin, j'aimerais ça que ça débloque pas mal plus que ça. Ça va commencer par être en santé, évidemment. Ouais. Ouais, il y a beaucoup ça, là. Il y a beaucoup de ça. Il n'a pas été très en santé dans la dernière saison. Puis, tu sais, avec la saga aux Jets, puis tout ça, tu sais, c'est pas des excuses, mais effectivement, moi, tout, j'ai hâte, Max, d'avoir un échantillon de Patrick Laine complet sur 82 matchs. Tu sais, ce qui est le fun avec le scouting de Columbus, le draft, puis tout, c'est que là, ils ne seront pas la tête d'affiche. Là, ça va être une équipe, un peu comme la Caroline. Tu sais, le Columbus va être la Caroline d'ici 3, 4, 5 ans. Là. Fait que, tu sais, au moins, Laine va bien s'insérer là-dedans, puis ça va être un bon noyau de jeunes avec lui, qui est encore très jeune. Là. Qui est vraiment dans la bonne équipe, je crois, pour éventuellement plus exploser offensivement. Mois de février, ça a été un mois quand même assez tranquille dans la Ligue nationale. La saison venait de commencer, des classiques rumeurs habituelles qu'on voit circuler. Jusqu'au 24 février, que c'est l'événement marquant du mois, M. Claude Julien est congédié des Canadiens de Montréal. Kirk Muller quitte aussi à son tour. Alex Burrows qui arrive dans l'organisation. Puis on place Dominique Ducharme comme coach par intérim, qui à première vue semblait avoir une gestion d'équipe un peu semblable à celle de Claude Julien. Si on se rappelle, là, beaucoup critiquaient le temps de jeu, exemple, de les jeunes, puis là, Kotkaniemi, puis bref, on s'en rappelle, OK? Mais sous les ordres de Ducharme, ça n'a pas tant changé non plus. T'sais, on pensait qu'il allait avoir un changement incroyable, puis finalement, ça ne s'est pas nécessairement avéré être le cas. Quoique, il y a eu une petite progression pendant la saison, puis une grosse rendue en série, là, on s'entend, on y reviendra. Mais bref, gros changement pour les Canadiens de Montréal. Claude Julien qui n'a toujours pas trouvé d'emploi depuis. Fait que ça va être un nom à surveiller probablement cet été, parce que je pense pas qu'il ait mis une croix sur sa carrière d'entraîneur pour l'instant. Mois de mars, un autre mois tranquille. Faut rappeler que la date limite là, des transactions cette année-là était c'était le 12 avril. Ouais, c'était début avril. C'est ça, c'était le 12 avril. Donc là, on est au mois de mars. Effectivement, les rumeurs s'activent un petit peu. Marc Bergevin qui transige s'en va chercher Eric Stahl contre des choix de 3e et 5e tour. J'étais tellement content. C'est une acquisition qui c'est ça. Ben, il y avait des gens qui étaient bien contents. Ben, je sais que Max, on en a parlé dans le podcast. Tu étais bien content. L'expérience qu'il amenait, je pense que tu croyais encore que c'était un gars qui pouvait apporter offensivement une formation. Je me trompe-tu? Non, t'es right on. Puis, finalement, on apprendra plus tard, une fois les séries terminées, qu'il est arrivé à Montréal magané. Il y avait quelques petites blessures qui traînaient. Fait que la saison régulière n'a pas été facile pour un gars comme Eric Stahl dans l'alignement. Par contre, en série, il a démontré que l'acquisition valait la peine. Ouais, vraiment. Beaucoup, de par son leadership et aussi par son impact sur la patinoire. Donc, puis ça a coûté un choix de 3e et de 5e tour. Donc, c'est le type de transaction que Bergevin réussissait à merveille. Oui, exact. Moi, je regarde cette transaction-là aujourd'hui, puis il a beau être très critiqué par pas mal de monde parce que c'est plus facile de critiquer un vétéran qu'un jeune, mais c'est solide acquisition pour le prix qui a été payé. Là, quand tu regardes ça aujourd'hui. Ben, avec le parcours de série, oui. Il faut avouer qu'il y a eu son impact dans les séries au niveau du leadership, surtout avec en plein milieu de la série contre Toronto. Il faisait partie des vétérans qui se sont levés pour faire confiance aux jeunes. Les jeunes, tu sais, moi, j'ai gagné la coupe très tôt dans ma carrière. Ben ça, je ne suis pas retourné pendant environ 10 ans. Donc là, ça a dû frapper les jeunes, sérieusement. Donc, moi, pendant la saison, je n'étais pas content. Pas que tu n'étais pas content, j'étais comme bof. Quand il avait signé à Buffalo, vous étiez très contents, vous autres. C'est sûr qu'en arrière de Jack Eichel, ça va aider. Moi, j'étais comme bof. On a comme tout le monde a eu raison au bout du compte. C'est parfait comme ça. Ouais.
On saute, comme je disais, en mars, ça a été assez tranquille aussi. On saute au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est la date limite des transactions. Fait que, je ne reviendrai pas nécessairement sur toutes les transactions qui se sont tenues, mais il y a des gros noms qui ont changé de camp. David Savard, qu'à cette époque-là, c'était un gros nom. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus le qualifier comme un gros nom, mais c'est quand même un défenseur qui a coûté un premier choix là, au Lightning, puis il a eu tout son impact aussi dans l'alignement de Tampa Bay. De par son. Puis, tu sais, là, c'est triste parce que le gars, ses aptitudes de gamer, puis qui travaille d'arrache-pied, puis qui veut tout faire pour aider l'équipe pour en série, ben à Montréal, cette année, on ne pourra pas, malheureusement, voir ça. Là, à moins d'avis contraire, je pense que le Canadien n'ira pas en série. Ben, dans les 5 derniers matchs, il a été le meilleur défenseur du Canadien. Il n'y avait pas de défenseur, mais ça sortait vraiment à plus. On dirait qu'il fait bien. Ouais, il faisait bien dans les 5 derniers. Mais avant ça, c'est sûr qu'il n'y a personne qui fait bien chez le Canadien. Mais tu sais, c'est ça. Il fait bien, mais il n'y aura pas l'impact probablement qu'on attendait à sa signature. Mais à Tampa Bay, quand il était acquis en avril 2021, ça a été une pièce importante pour la Coupe cette année. D'ailleurs, de mémoire, il a marqué un but gagnant, je pense, pour la Coupe. Pour la Coupe, il a fait un tir-passe. C'est celui-là qui a fait le but gagnant. Ça. C'était-tu Braden Point qui a marqué, Max? Qui d'autre? Qui d'autre? Dans les autres gros noms qui ont quitté à la date limite des transactions, ben, on a eu Taylor Hall qui est parti de Buffalo vers Boston. Puis finalement, à l'été, on apprendra qu'il a signé un nouveau contrat avec Boston aussi. La fameuse transaction Anthony Mantha contre Jakob Vrana. Transaction que, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, dans notre journée de couverture de date limite des échanges, c'était très mort comme journée, très plate. Et soudainement, Anthony Mantha qui est échangé. Ça a été comme la grosse transaction de la journée, ça on peut dire. Espérons une période plus le fun cette année. Surtout pour les amateurs des Canadiens. Oui, on va se le souhaiter, effectivement. En avril, ben, je ne peux pas passer sous silence la nomination et aussi le fait que Cole Caulfield a remporté le trophée Hobey Baker. C'était pas une grande surprise. Il a connu une très bonne saison, malgré ces 2-3 matchs qui ont passé à RDS, on se souvient. Mais dans l'ensemble, il a connu une bonne saison. Puis au championnat mondial junior, ça a été un petit peu plus tranquille. Peut-être qu'on avait des grosses attentes pour lui, puis finalement, il n'a peut-être pas répondu à nos attentes. Mais en général, il a gagné le trophée au Baker. Fait que je pense que c'est assez évident qu'il a connu une bonne saison. Par contre, malgré tout ça, je tiens à rappeler que nous, sur le TSLH podcast, on se disait qu'un passage dans la Ligue américaine était pertinent. Puis ça a été le cas. Puis on a vu un Caulfield arriver dans la Ligue nationale et connaître des bonnes séries avec le Canadien. Connu quelques bons matchs dans la saison régulière à la fin. Mais voilà, cette année, c'est une toute autre chanson. Je me rappelle plus si c'est en avril ou en mai, mais si on se souvient bien, c'est 2 premiers buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey. 2 matchs de suite en prolongation, des buts gagnants. Ouais. C'est quand même vraiment nice comme début de carrière. Fait que là, on se faisait dire, vous voyez, il n'avait pas besoin d'aller dans la AHL. Ouais. Mais non, justement, il est allé. Puis, je me souviens que ça me sortait de mes ligons. Ça a été des belles périodes sur Twitter, ça. Puis vois-tu, cette année, on commence à se rendre compte que peut-être un séjour plus long dans la Ligue américaine aurait été pertinent. Mais je ne crache pas sur ce qu'il a fait l'année passée. Je pense que l'année passée, c'était pertinent de l'amener dans la Ligue nationale quand il y a eu son impact. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Puis, pour closer le mois d'avril, ben, c'est le 28 avril, en fait, qu'on a appris que Jonathan Drouin quittait pour des raisons personnelles. Sans revenir nécessairement sur tout le dossier, je pense qu'on le connaît. On a su par après que c'était relié à de l'anxiété, stress de performance, de l'insomnie. Il a livré une très belle entrevue avec Chantal Maccabé, notamment sur RDS, puis il en a livré une à TVA Sport avec JC Renaud. OK. Renaud. Fait que voilà. Fait que c'est le 28 avril qu'il a quitté pour revenir finalement au début de la saison
2021-2022. Puis je suis très content de ce qu'on voit cette saison de Jonathan Drouin. Tu sais, oui, c'est difficile l'équipe, là, mais là, l'individu, il joue bien. Il va super. Tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'il joue bien. Tu sais, c'est le Drouin, il a l'air un peu plus léger et tout, donc je suis bien content de son niveau. Est-ce qu'il va se faire échanger éventuellement pour le bien de Jonathan Drouin? Ça se peut très bien. Sérieusement, ça ne m'étonnerait pas pendant tout. Mais, tu sais, parce qu'encore, ces réseaux sociaux, si vous y allez, à chaque fois qu'on dit le nom de Jonathan Drouin, dans n'importe quel site, n'importe quel, que ce soit un site à clickbait ou un site TVA Nouvelles, peu importe, dans les commentaires, c'est terrible ce qu'on voit, malgré tout. Il va toujours en avoir. Toujours. Ouais. Il va toujours avoir des stupides, ces réseaux sociaux qui se lâchent lousse. Ouais. Mois de mai, les séries, ça commence vers la fin, je crois, de mémoire. Mais avant ça, on a eu un petit événement impliquant Tom Wilson et les Rangers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les boys. Tom Wilson qui a écrasé le visage de Pavel Buchnevich sur la glace, dans le fond. Puis après ça, s'en est pris à Artemi Panarin. Bref, il a décidé de soigner tout ce qui bougeait quasiment. Puis la Ligue nationale a imposé une amende de 5 000 $ à Tom Wilson. Et là, les Rangers ont complètement tilté. Il y a eu un communiqué qui s'est écrit par le président de l'équipe qui plantait la Ligue nationale et le département de la sécurité des joueurs, comme de quoi que c'était une décision qui n'avait pas de bon sens. Avec raison. Avec raison. C'est un communiqué qui n'a pas été accepté par John Davidson, qui était le président. Le communiqué avait été fait par le propriétaire, mais le président John Davidson n'était pas d'accord. Et un certain DG, Jeff Gorton, qui n'était pas en accord non plus avec ce procédé-là. Et le proprio a fait « C'est bon, vous ne me suivez pas, out, vous êtes dehors. » Donc, c'est en écrivant mes petits pointeurs ce matin que je me suis souvenu que c'était comme ça que Jeff Gorton était rendu disponible pour le Canadien. Mais c'était après cette saga-là. Fait que, on va remercier Tom Wilson. Il n'était pas d'accord avec la lettre ou il était d'accord avec la lettre Gorton? Je ne me rappelle plus. Il était pas de... Au début, je pensais que c'était comme lui qui avait fait avec le président, puis que le proprio avait clairé ces deux-là à cause qu'il avait fait le... Puis finalement, je suis allé revoir parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'avait fait la remarque. Puis effectivement, c'était le proprio qui avait écrit le communiqué. Okay. Et Jeff Gorton, puis le président John Davidson, n'étaient pas d'accord avec ça, puis a décidé de l'éclairer. Version officielle, j'ai pris l'info sur Sportsnet. Est-ce que ça s'est passé autrement à l'interne? Aucune idée. Mais bref, c'est comme ça qu'on a pu avoir M. Gorton avec les Canadiens. Parce que d'après moi, il serait resté avec les Rangers. Ah oui, c'est un gars de hockey. C'est un gars super compétent. On va voir s'il est encore avec le Canadien. Là, mais c'est pas pour rien qu'en 30 ans de carrière, il a travaillé juste avec 2 équipes. Exact. J'exagère peut-être avec 30 ans, mais... Je ne sais pas par cœur, il y en a combien, mais il y a quand même une longue carrière. C'est Boston, New York, mais c'est genre 25 ans ou 30 ans. C'est très éloquent. Exact. Fin mai, on en parlait tantôt. La fameuse rencontre à huis clos avec les vétérans du CH. Après le 4e match dans l'affrontement Canadien-Leafs en série. Au début de la série, beaucoup de chiolage sur l'utilisation des jeunes. Caulfield, Romanov, Kotkaniemi, des estrades. Les vétérans jouaient. C'est pas quelque chose qui a passé dans la gorge des partisans. Par la suite, ça a été Tatar qui a été laissé de côté. On a réintégré Caulfield et Kotkaniemi. Puis, je rapporte les propos de Sheldon Keefe. Ça a été le turning point de la saison que Kotkaniemi et Caulfield soient embarqués dans l'alignement. Sheldon Keefe approuve. C'est pas mal lui qui a dit ça. Pour au final, le CH enlève la série aux Leafs en 7 parties. Satisfaction. C'était une satisfaction de voir ça. J'avais fait mon texte Bergevin au suivant. Là, après le 4e match. Je vais le sortir après le 5e match quand ils vont être éliminés. Ils ne sont pas éliminés. Je vais le sortir après le 6e match. Ils ne sont pas éliminés. Après le 7e match, trop tard.
Tu l'avais gardé pour la deuxième ronde aussi, puis finalement, ça n'a pas. Ouais, j'ai mis de côté. Puis je l'ai ressorti au début de l'année, juste avant que ce soit congédié. Attends, j'ai modifié. Exact. Ok, c'est vrai, t'as gardé comme le même texte? Ouais, j'ai modifié parce que ça avait plus rapport. Là. J'ai modifié un peu l'intro puis comment je développais mon idée. Wow, je savais pas. Ouais, je pense que je l'ai encore. Nice! Ah, c'est bon ça. Le mois de juin, les boys, ça a été un gros mois pour le Canadien. On le sait tout pourquoi, je vais y venir. Mais tout d'abord, la loterie qui n'a pas laissé de grandes surprises au repêchage 2021. Fait que les Sabres obtiennent le premier choix total. Gérard Galland qui revient dans la Ligue nationale pour diriger les Rangers. Donc, ça a été comme c'était des choses qui s'attendaient. Là. Galland circulait pas mal dans les rumeurs pour les Rangers. On a eu la fameuse mise en échec de Mark Scheifele sur Jake Evans. Ouais, je sais pas si tu te souviens, Max, on était au Cactus ce soir-là. Ouais. T'avais dû quitter plus tôt, fait que tu l'avais manqué, mais... On buvait de la bonne bière puis on mangeait de la bonne poutine au Cactus. Ah ouais, c'était bon. Puis, fait qu'il y a eu cette mise en échec-là, puis ça a comme il y a eu une petite dose d'adrénaline qui s'est ajoutée par rapport à ça, je pense. Le CH qui a gagné la série en 4 matchs. C'était inattendu, mettons, comme conclusion de série. Mais là, à ce moment-là, je regardais les commentaires, ces articles, je regardais un peu l'article en général, puis effectivement, on pouvait commencer à croire qu'il se passait quelque chose avec le Canadien en série. Ouais. Puis on en vient, évidemment, là, le bon vieux 24 juin. Ouais. Cette date, c'est une date qui va rester marquée dans l'histoire du Québec, je pense. Puis, tu sais, je veux pas dire ça en voulant exagérer puis en mettant ça dramatique, incroyable, mais c'est au-delà du hockey. C'est au-delà du hockey ce qui s'est passé. Ouais. Tu sais, parce que notre génération là, de 30 à 40 ans, pas toi et Max, là. La génération de 30 ans autour, là, plus ou moins 5, là. Tu sais, le vendredi 5 ou ces affaires-là, la Coupe de 93, on s'en souvient pas tant que ça, tu sais. Ben, moi non on l'a pas vécu pantoute, moi je sais, mais ça, c'est un événement marquant, vraiment. Comme, tu sais, les séries de la Coupe Stanley, c'est fait pour des histoires comme ça. Puis ce qui est plate, c'est que le gars qui était là pour la pizza puis tout, qui a dit bonne il est plus avec l'équipe. Ouais. Mais c'est juste ça qui est plate, là. Mais pour la journée, là, c'était malade. Oui, pour vrai, je pense qu'on va regarder, on va reparler de cette journée-là dans plusieurs années, puis on va, tu sais, le genre de moment que tu peux dire t'étais où, puis tu faisais quoi. T'étais où? Ouais. Ah, je me rappelle, puis tu sais, je pense que vous êtes conscient que je suis pas un partisan du Canadien. J'aime regarder le Canadien quand même, puis tu sais, je suis capable de dire quand ils sont bons et quand ils sont pas bons, là. Mais je ne suis pas un partisan. En tout cas, mon musée de chandail, il trompe un peu si c'est le cas. Mais le but de l'Econon, j'ai tellement crié, les gars. Là, c'était malade. Là. Enfin. Puis d'ailleurs, dans mon texte de Tout sur le hockey, j'ai mis le clip, évidemment, pour revivre ce petit moment-là. Mais c'est ça, le Canadien qui bat les Golden Knights à domicile. Un 6e match. Tout ça, il faut le rappeler, tout ça sans Dominique Ducharme, qui était à la maison avec un test COVID positif. Il est revenu au 3e match de la finale, si je ne me trompe pas. C'est Luke Richardson qui a guidé l'équipe pendant ce temps-là. Ouais, ça a déjà 17. Ça a déjà 17. 17. Ouais, c'est clair. Mais d'après moi, lui aussi, il a dû crier un peu dans son salon. C'est clair. Il a dû en échapper son crayon. Mais il y a un moment aussi, la petite rivalité Leonard et Caulfield aussi, c'était quand même pas c'était bon, ça. Le but en échappé avec le jeu vraiment hot contre McNabb. Je me souviens bien qu'il aurait dû plaquer Caulfield comme un cave, il l'a laissé aller. C'est comme ça, c'est comme, qu'est-ce que t'as fait là? En tout cas. Ouais, en tout cas, c'est des beaux moments de hockey, pour vrai. Puis, tu sais, j'étais pas. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en série, j'ai encouragé le Canadien. Là, tu sais, je veux dire, c'est assez évident dans le podcast, c'est assez évident. Tu sais,
Mais j'imagine pas quelqu'un qui suit le Canadien depuis 20, 30, 40 ans puis qui a revécu ce moment-là, là, ça devait être fou dans la tête. Ben, Ouais. c'est triste ce qui se passe cette année parce que ça met un peu pas un bémol, mais tu sais, le hangover est difficile, mettons. Ouais. Mais la brosse en valait solidement. Je peux te garantir que le 24 au soir, le mot brosse était bien choisi. Au Blackstone, le Bourgneuf, là, hey! je me rappelle des vidéos de toi en selfie en train de crier Go Habs Go. Là. J'ai encore ça hein, dans mes fichiers. Fait que fais attention à ce que tu dis contre le CH. Oh là là. Ah, j'ai eu des belles soirées dans les séries. Ouais. Ça me coûtait on passe au mois de juillet. Je vais faire vite parce que, tu sais, mois de juillet, ça a été un énorme mois. Là. Dans le fond, le CH, ben, on le sait, ils ont perdu en finale contre le Lightning. Puis après ça, ça a été un peu la descente aux enfers qui a commencé. Il y a eu Joël Bouchard qui est parti pour Anaheim, coaché dans AHL. Après ça, repêchage d'expansion. On expose Carey Price. Fait que là, voyons, c'est la quoi qui se bombe. passe? La bombe. Ben, ouais, coup de théâtre à Montréal. On expose Carey Price. Les blessures de chez Weber inquiètent énormément. Ça commence, ça. On ne le sait comme pas. Il y a des rumeurs qu'il ne jouera pas. Ça commençait à ce moment-là. Finalement, ben, le Kraken, on continue vers la mi-juillet. Le Kraken naît, un club très ordinaire sur papier. Finalement, Carey Price n'est pas réclamé. Vladimir Tarasenko ne l'est pas non plus. Mettons qu'il nuirait pas présentement, Tarasenko. Mais je pense que Ron Francis, c'est pas son but nécessairement d'avoir une équipe dominante. Au pire, t'es prends, là, puis t'es échanges pendant la saison. Ben, ouais. En tout cas. Ouais, exact. Pas eu beaucoup de asset management de la part de Ron Francis. Fuck off. Ensuite, on arrive au repêchage. Quand on parle de descente aux enfers pour le CH, ça se poursuit. Juste souligner qu'Owen Power est le premier choix de l'encan 2021. Puis la planète hockey et le Québec en entier est secoué par la sélection de Logan Mailloux. Une sélection qu'on a pu vivre en direct sur le podcast. Ça a fait jaser. Ça fait encore jaser. C'est un dossier qui va toujours faire jaser. Puis je pense que ça ne sert même pas à rien de s'éterniser sur ce dossier-là parce que c'est ça. Je pense que ça a été assez traité. Je peux-tu dire un autre moment frappant du repêchage? Juste rappeler aux gens que les Oilers d'Edmonton ont trade down pour ne pas repêcher Jesper Wallstedt, tabarnak. Hey, le pire, là, c'est que je ne l'ai pas noté dans mes événements, mais j'ai vu que j'avais écrit un article là-dessus qui sortait une quote des dirigeants d'Edmonton comme quoi que eux, dans leur tête, ils ont repêché un joueur au grand talent. Puis c'était ça la quote, en parlant de Xavier Bourgault. Ce qui n'est pas faux, mais Seigneur, t'avais le problème de la franchise depuis des années réglé sur un plateau d'argent. Ouais, mais tu repêches pas selon tes besoins. Ouais, mais là, tu sais, à un moment donné, quand le meilleur joueur disponible répond à ton besoin, en tout cas, des beaux souvenirs. La descente aux enfers continue pour le Canadien. Philippe Danault quitte l'organisation, signe un contrat avec les Kings pour 500 000 de différence de ce que, dans les rumeurs, Montréal offrait. Marc-André Fleury qui est échangé contre rien. Ça, je pense que ça a été assez particulier quand même. Puis ça parlait de retraite. Finalement, ouais, c'est ça. Mais finalement, même si ça parlait de retraite, ben Fleury est là. Puis même si les Hawks ne vont pas très bien, je pense que ça se replace tranquillement pour Fleury. C'est une très les gagnants de la coupe. Ouais, c'est une belle prédiction, ça. Puis, ben, dans la vague du repêchage 2021, je ne peux pas passer sous silence la naissance du TSLH Espoir, qui officiellement lançait, dans le fond, leurs activités. Fait que nous trois, avec Simon Servant, Simon Saint-Laurent et PM Perron, on s'est regroupés, puis on s'est dit, manque de contenu niveau scouting francophone.
on se lance, on crée une division à même tout sur hockey.com. Puis jusqu'ici, pas déçu. Ça va bien, on est satisfait du rendement. Ça fait plaisir. On est satisfait du rendement de Max. Mais ça va revenir, ça va revenir. Ouais, un jour, là, se fait un achetant break. Je fais à où rapidement parce que c'est un peu sous la même veine du TSLH Espoir. En fait, début à août, on a lancé notre nouvelle plateforme. Tout sur le hockey, ça a été créé en 2008. Puis c'était la première fois qu'on faisait une refonte complète du site Internet. Donc, ça a été un gros changement. Pour le mieux, je l'espère. Je pense que les gens apprécient. Il y a certaines choses qu'on a dû retirer. Malheureusement, ça faisait partie des décisions. Mais au final, on axe beaucoup plus sur notre contenu. Puis, on est bien satisfait des résultats depuis ce temps-là. Fait que ça a été un gros début de mois là, en août, surtout pour moi. Parce que j'avais géré ça un peu. Puis, pour vous, après ça, il y a eu la gestion du dossier Kotkaniemi parce qu'il y a eu l'offre hostile des Hurricanes qui est arrivée. Donc, ça a été quelque chose qu'on a couvert de long en large. Ouais, une semaine spéciale. Ça fait un peu... Ouais, ça a été une semaine spéciale. Puis, tu sais, ça a été un peu... on parlait de descente aux enfers. Ça s'est poursuivi avec ça. Il y a eu des débats à pu finir. Puis, est-ce que c'était la bonne décision? On vient de perdre notre 3e choix, ci puis ça. Je pense que dans le futur, on va être capable d'établir une meilleure évaluation de tout ça. Mais je pense qu'à première vue, c'était correct que Marc Bergevin ne s'aligne pas sur cette offre pour le prix et pour toutes les implications que ça donnait pour la saison d'après, en fait, pour cet été, lorsqu'il aurait dû négocier un autre contrat. Mais pour l'acquisition de Dvorak, on checkera dans pas long parce que là, c'est ça. Ça paye pas. Mais l'équipe n'est pas bonne. C'est ça. Ben, tu sais, j'en viens à septembre. En fait, ça a été la première chose qu'on a appris en septembre. En fait, l'offre hostile, officiellement, a été... le départ de Kotkaniemi, ça a été le 4 septembre, en fait. Puis, rapidement, Bergevin réagit en mettant la main sur Christian Dvorak. On sait tout qu'est-ce que ça a coûté. On commence à avoir peur un peu pour ce premier choix-là. Mais avec les performances du Canadien, force est d'admettre que le choix va être protégé puis ça va être l'autre choix au repêchage qui va... En espérant. En espérant. Il ne faudrait juste pas que Carey Price vienne bousiller les données et qu'il vienne gagner des matchs. Pas inquiet. Mais tu sais, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de gars blessés qui vont revenir, peut-être reposés. Fait que là, il y a plein de joueurs, il y a plein de matchs qui ont été postponed. Fait que là, ils vont avoir un gros calendrier chargé avec quasiment tout leur effectif. On verra. Octobre. Parce qu'en septembre, dans mon texte, j'ai parlé de quelques contrats qui se signent, dont Quinn Hughes et Elias Pettersson, mais c'est tel que tel. La poutine habituelle. Mais en octobre, le 7, pour être exact, Carey Price rentre dans le programme de la Ligue nationale, le programme d'aide. Ouais. On apprend à sa sortie que c'est en raison d'une dépendance au niveau de substances. On ne connaît pas la substance. Il y a eu beaucoup de spéculation, mais au final, la vérité absolue, on ne la saura pas vraiment. C'est bien correct comme ça. On n'a pas la savoir. C'est bien correct comme ça. Sauf que là, rapidement, en octobre, la saison débute quand même bientôt. On n'a pas Price, on n'a pas Weber. Le contrat de Bergevin n'est pas réglé encore. Fait que c'est dans les doutes qui entourent le Canadien. La saison est lancée, le CH n'est pas bon. Rapidement, je tiens à le souligner, Pascal présente le nom de Ben Sherrod comme étant un atout à profiter pour la date limite des transactions. Je me suis fait ramasser. Aujourd'hui, tu t'es fait ramasser. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est le joueur le plus en vue pour la date limite des échanges. Fait que je voulais te insgratte en faisant ça. Novembre et décembre, les deux. En fait, octobre, il restait un point, puis c'est quand même un point qui a occupé beaucoup la presse, puis beaucoup de notre temps, là, le scandale entourant Chicago et Carl Beach. Une entrevue assez émotive sur les agissements d'un vidéo-coach lors de la conquête de la Coupe Stanley en 2010. L'entrevue crée un effet domino sur la Ligue nationale. Stan Bowman et son staff qui étaient là cette année-là
sont mis dehors par les Hawks. Marc Bergevin faisait partie de l'organisation, mais a été blanchi de tout soupçon et de toute chose. Joel Kenville qui perd son poste d'entraîneur avec les Panthers alors que la saison allait vraiment bien là-bas. Donc, il y a eu un effet domino après cette entrevue-là. Il y a juste Cyril Dehoff qui est comme... C'en est comme tiré un peu. C'en est comme tiré, effectivement. Novembre-décembre, il n'y a pas beaucoup de trucs, fait que je passe rapidement. Jack Eichel est échangé enfin. Je pense que c'est pas mal le moment marquant de ce mois-là. Après, évidemment, le congédiement de Marc Bergevin. Ouais. Ça a été la grosse bombe. Bergevin, Timmins et Paul Wilson qui sont congédiés. Scott Mellanby qui quitte après qu'on ne lui ait pas donné le poste de DG, qu'on lui a dit qu'on n'allait pas le passer en entrevue pour ça. Donc, l'état-major change complètement. Jeff Gorton arrive, toujours à la recherche d'un DG. Puis, au passage, je lève mon chapeau à Chantal Maccabé qui a pris le poste de Paul Wilson. C'est pas dans le recap de 2021, mais je pense qu'on ne peut pas passer sous silence que c'est une excellente acquisition pour cette organisation-là. Puis à tous les niveaux, tu sais, parce que elle fait c'est une journaliste émérite, écrit, télévisuel, radiophonique. Elle a tout fait. Elle connaît tout dans le paysage médiatique québécois autour de Montréal et tout. Donc, c'est pas juste un coup de PR que d'engager une femme, non. Elle s'est vraiment fait donner le mandat de rapprocher l'équipe des journalistes et de la population. Puis il n'y avait pas meilleure personne que moi, selon moi, sérieusement. Même Marc Denis ne ferait pas ça. C'est vraiment lui, c'est vraiment elle qui devait être là. Exact. Je peux même pas penser à un autre nom. On y pensait pas nécessairement auparavant. Pourquoi? Parce qu'on ne pensait pas à ce poste-là tout court. Notre attention est vers le prochain DG. Fait que, on se disait pas, OK, qui va devenir le nouveau VP communication? On s'en fout. Non, mais on s'en foutait jusqu'à temps qu'on voit que c'est Chantal Maccabé puis qu'on fasse OK, insane. Il n'y avait pas meilleure personne. L'unanimité de cette décision-là, c'est toi qui l'avais soulevé en privé, Max. Là, c'était hallucinant. C'est du jamais vu, je pense, à Montréal. Jamais vu, ouais. Il va tout le temps y avoir des caves, là. Mais sérieusement... Il se faisait rare. 99% du monde sont comme « Wow, bravo, c'est vraiment la personne qu'il fallait pour ça. » Moi, c'est vraiment le mandat qui lui a été donné et la carte blanche, dans le fond. C'est ça ton mandat, fais-le. Puis elle a plein d'idées et tout, c'est que moi, je suis vraiment content, sérieusement. On termine avec décembre. En fait, si je pouvais comparer le recap de 2021, ça serait un grand cercle. On est parti de janvier. Le début de saison était scrap par la COVID. On a commencé la saison tard en janvier. Championnat mondial junior, ça battait de l'aile. Finalement, on était capable de le finir parce qu'on avait fait des environnements protégés. Mais la COVID laissait beaucoup d'incertitudes pour la saison 2021. On arrive en décembre. Le cercle se referme. Les cas de COVID explosent. Retour aux mesures plus strictes pour le Canada, dont des amphithéâtres de 50% ou vides. Les équipes canadiennes qui se font reporter beaucoup de matchs versus aux États-Unis. Le calendrier est mis en pause pendant les fêtes et le championnat mondial junior est annulé après une poignée de matchs. Que ça a été vraiment un flop complètement. Pour nous, oui, on avait le cœur brisé, comme tu fais, Pascal, mais en général, ça a été pitoyable comment ça a été géré avec ce qu'on a su par après. Là. C'est fâchant. C'est... En tout cas, organisation de cul. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, dommage. On espère qu'il y ait un retour du tournoi vers la fin de l'année, mais je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Moi aussi, en juin, en juillet, sérieusement, ce serait vraiment le fun. Juillet, c'est un gros mois. Fait que ça rajouterait encore un événement de plus. Personnellement, je serais vraiment content. Mais au pire, c'est pas tant grave. Il y a le U18. Là, fait que... Yes. Fait que c'est ce qui met fin à l'épisode. Fait on invite les gens à venir partager le podcast. On le voit dans le bas de l'écran. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, sur toutes les plateformes. Puis maintenant, on est aussi disponible sur YouTube, donc en version vidéo. Donc, abonnez-vous, partagez le podcast.
Puis, on fait des babayes, Pascal. On fait des babayes. Donc, merci beaucoup les boys pour l'épisode de ce soir. Puis on se donne rendez-vous pour un prochain podcast éventuellement. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, comme bon nous le semblera. Yes. Salut là. Salut tout le monde. Yes.